Le deuxième round du sommet des chefs d'État n'a pas encore touché à sa fin. La table ronde a débuté vers 10h. Aucune information n'a filtré du CCI-VAT sur les tenants et aboutissants des débats. Moins de 24 heures après la démission de Koulroger, les propositions de nom pour le poste de chef du gouvernement sont nombreuses. Les députés du parti HVM, Tim, Mapar, de Maharan Jean de Dieu ont déjà déposé leurs propositions de liste à Mboutsrouitch. Les partis VPM, MMM, ARD, Vert, Mapar, 1 et Yarakisik réunis se concertent également pour formuler la leur. Boko. Les forces armées nigérianes, appuyées par l'aviation, poursuivent une offensive contre la ville de Baga, dans le nord-est du pays, tenue par les combattants du groupe islamiste Boko Haram, a annoncé un porte-parole gouvernemental. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. À l'heure où nous parlons, se déroule une déclaration de l'FFKM à IVAT. De ce fait, nous vous invitons à rester avec nous après ce journal pour plus de détails dans l'édition spéciale. À la une de l'actualité, donc ce jour, le deuxième round du sommet des chefs de l'État n'a pas encore touché à sa fin. La table ronde a débuté vers 10h. Aucune information n'a filtré du CCI VAT sur les tenants et aboutissants des débats. Dans les coulisses, des bruits circulent que la réunion à huis clos entre les 5 chefs de l'État continuera demain. C'est un reportage de Yernijina Dabaj. La table ronde des 5 chefs d'État a été élargie. Elle a vu la participation de délégations de chaque mouvance. Kiriv Ranjanarsu, Antaranjia Manjantu et Olga Ramalasson ont représenté la mouvance Ravalmanan. La rencontre a également vu la participation de Mianchsu Marcel et Razon Arvir Paul pour la mouvance Zafialpej. Quant à la mouvance Anjazuel, Christine Razanamasu et le porte-parole du Mapar, Pierre Ouder, se sont déplacés à Ivat. La délégation de la mouvance Ratsirak est composée par Missan Razan, membre du parti Arema, Simon Pierre et Jean-Jacques Rassounjebe. Pour le président Radonaj Mampian Arsan, ancien ministre de l'Agriculture, au temps du président Marc Ravalmanan, Racide Mohamed et le professeur Rassoul André ont représenté sa mouvance. Après le culte, les 5 chefs d'État ont rejoint une autre salle. Aucune information n'a filtré du sommet. La nomination du Premier ministre serait au cœur du débat d'après nos sources. La sécurité du président Radonaj Mampian a été renforcée. Un hélicoptère a suivi de près le cortège présidentiel. Le nombre des motards et des véhicules 4x4 composant le cortège présidentiel a été plus nombreux que d'habitude. Le sommet des 5 chefs d'État poursuivra demain d'après les dernières informations. Moins de 24 heures après la démission de Koulroger, les propositions de nom pour le poste de chef du gouvernement sont nombreuses. Des députés des partis HVM, Tim et Mapar de Maharan Jean de Dieu ont déjà déposé leurs propositions de liste à Mbouitsrouitch. Les partis VPM Malagas Miaramieng, ARD, le Parti Vert, Mapar 1 et Yarakisik réunis se concertent également pour formuler la leur. Reportage. 14 noms sont parvenus à Mbouitsrouitch ce jour, une liste proposée par la plateforme pour la majorité présidentielle, PMP. Selon des sources informées, Marc Ravalmanan figure en tête de cette liste proposée par les députés des partis HVM, Tim et Mapar de Maharan Jean de Dieu. Sont également favoris Mazoas Freti, Maharan Jean de Dieu, Daimananzar Chouanita, Mahafali Soulnandrasana Olivier, le général Irlantou Raveloarson, Cécile Manourouant, Atala Béatrice, Ivoas Narzaf Maïef, Samuel Mahafart et Hussein Abdallah. Selon Anjar Zafmanatsou, 118 députés ont signé cette proposition de liste, mais selon le groupe parlementaire VPM Malagas Miaramieng, le nombre de signatures ne traduit en rien la majorité parlementaire selon l'article 54 de la Constitution. La proposition de Premier ministre revient aux partis politiques ou groupes de partis politiques majoritaires formés avant les élections. Les partis VPM, MMM, ARD
Vert, Mapar 1 et Yarakisik se regroupent alors pour proposer une liste de noms. Selon Philopermi Lavunzi, président du groupe parlementaire VPM-MMM, la réunion dans ce sens se tiendra ce soir. Dans l'actualité également, la conjoncture politique actuelle devient de plus en plus complexe. Une crise administrative est à craindre dans les prochaines semaines. La nomination du chef de gouvernement pourrait donc provoquer la destitution du président Radzonar Mapian. L'indépendance de la haute cour constitutionnelle est également en jeu. Que décidera-t-elle si la nomination du prochain Premier ministre enfreint l'article 54 ? Reportage. Le Premier ministre Koulrogi a démissionné hier. Le décret est sorti très tard dans la soirée, vers 22h30. Depuis près d'une semaine, le Premier ministre était sous la sellette. Le parti HVM augmente la pression jour après jour. Après les séries de lobbying et de rencontres avec les députés, Koulrogi a fini par céder. La sortie de décret n'avait même pas attendu. Que se cache-t-il derrière cette décision jugée hâtive ? Alors, l'article 54 de la Constitution revient au cœur des débats. La prochaine nomination du prochain chef de gouvernement sera-t-il conforme à la Constitution ou pas ? L'issue de cette question dépend des bras droits du président Radzonar Mapian. Ils sont chargés, semble-t-il, du triage des dossiers des premiers ministrables. Se référant à l'évolution du contexte politique, le parti HVM est en quête d'une majorité parlementaire, raison pour laquelle il s'allie au parti Team. La nomination du Premier ministre sera un tournant. Il aura des impacts sur l'échiquier politique actuel. La décision du président Radzonar Mapian pourrait causer sa destitution dans les prochains jours, dans le cas où la nomination du Premier ministre enfreint la Constitution. L'indépendance de la Haute Cour constitutionnelle sera de ce fait mise à l'épreuve dans les prochains jours. Et nous n'allons pas nous écarter du sujet. 9 mois après sa nomination, Koulrogi n'est plus à la hauteur. Et les proches collaborateurs du président de la République tentent le tout pour le tout afin de le déloger de Mazouariv. La nomination du Premier ministre est devenue une affaire interne du HVM. 10 noms de pressentis Premier ministre circulent depuis le début de cette année. C'est Chakra Vouniarson. La démission du Premier ministre Koulrogi est la conséquence de la pression du HVM, d'après les analystes politiques. Si cette formation politique a tenté à tout prix de le maintenir en poste lors de l'affaire de motion de censure à l'Assemblée nationale, c'est la même formation politique qui l'évince sans ménagement. Le calcul politique vise à renforcer le pouvoir Radzonar Mapian, d'après les observateurs. La démission du Premier ministre Koulrogi avant la tenue du sommet des 5 chefs d'État n'est pas un hasard. Afin qu'aucun ne se sente perdant, réconciliation nationale oblige, il semble que le partage des postes ministériels serait au centre du débat au CCI Vatu. Mais la nomination du Premier ministre ne devrait pas être prise à la légère. L'article 54 de la Constitution revient sur le tapis politique. L'alliance des 5 partis politiques, à savoir le VPM Malakas Miaramiang, ART, Yarakisik, FER et Mapar, El Radzuel, est un bloc non négligeable. Ils se disent prêts à proposer des candidats Premier ministre. Le HVM et le Team de leur côté tentent de se prévaloir d'une majorité parlementaire. La course vers Mazouariv est donc ouverte. Double événement au ministère des Affaires étrangères. Le nouvel ambassadeur des États-Unis à Madagascar, Robert Yamate, a présenté la copie de ses lettres de créance. Le président de l'agence japonaise de coopération internationale, Akihiko Tanaka, a effectué son premier contact officiel de haut niveau. Pour la JICA, la coopération avec Madagascar est axée vers l'agriculture, l'industrie, l'éducation et la santé. Akihiko Tanaka précise d'ailleurs que la coopération bilatérale dépendra essentiellement de l'évolution de la conjoncture politique. Pour sa part, l'ambassadeur américain n'a pas encore réagi face à la presse. Sa première déclaration sera donnée au lendemain de la présentation de ses lettres de créance au président de la République à Yavlou dans les prochains jours. Dans le reste de l'actualité, des écoles sous les eaux,
Des élèves n'ont pu rejoindre leur école. La capitale compte des milliers de sinistrés, mais le niveau des eaux va encore monter dans les 2 ou 3 prochains jours, notamment à cause d'un cyclone en train de se former. Reportage. À Intan Barnandine, les eaux arrivent jusqu'aux genoux. Ce quartier abrite pourtant une école primaire publique et un collège d'enseignement général. Les cours ont dû être suspendus. 1100 élèves n'ont pu étudier depuis hier. Dans la capitale, les précipitations ont atteint la barre des 150 mm en 10 jours. Normalement, elle est de 100 mm. Par conséquent, le niveau de l'eau sur l'échelle d'Anouzat accuse une hausse de 0,15 m en 24 heures. Selon les rapports du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, Antananarive compte actuellement 3000 sinistrés. 3209 personnes ont dû être évacuées. Elles habitent les zones à basse altitude. Actuellement, Ilanvat en Pasque, Impeflou en Boudran, à Pangapé sont les quartiers les plus touchés par la montée des eaux. Mais la situation risque d'empirer. La dépression Bansi est certes sortie en mer, mais un nouveau venu pointe déjà l'horizon. Cheda pourrait entrer en terre ferme dans les 2 ou 3 jours à venir, expliquent les responsables des services de la météorologie. Cheda provoquera de fortes précipitations et des vents intenses. Et voilà, on passe aux actualités internationales. L'armée nigériane a engagé des tirs aériens pour reconquérir la ville stratégique de Baga dans le nord-est du pays et son importante base militaire tombée le week-end dernier aux mains des islamistes de Boko Haram. Plus d'informations, plus de détails dans le reportage de France 24. Ils arrivent à Maïdougouri, apeurés. Nous sommes le 7 janvier, toutes ces personnes ont fui l'horreur absolue. Leur ville, Baga, a été attaquée par Boko Haram quelques jours plus tôt. Les terroristes s'y sont emparés d'une importante base militaire. Ils ont tout brûlé sur leur passage. Amnesty International a recueilli des témoignages effrayants. Les terroristes sont allés de maison en maison, sortant les jeunes hommes en âge de se battre et les ont tués dans la rue. Un des habitants qui a réussi à gagner Maïdougouri a été joint par plusieurs journalistes. Après plusieurs jours planqués dans une cachette, il raconte sa fuite. Autour de Baga, plus d'une dizaine de villages sont entièrement brûlés. Sur 5 km, je n'ai pas arrêté de marcher sur des cadavres, jusqu'à ce que j'arrive au village de Malam Karanti, qui était également désert et brûlé. Baga avait déjà été la cible d'une attaque en avril 2013. Déjà, les maisons avaient été brûlées. Les forces nigérianes promettent de lancer bientôt une contre-offensive. L'armée n'a pas abandonné Baga ou toute autre zone où les terroristes sont présents. Les mesures appropriées, les hommes et les ressources nécessaires sont mobilisés pour gérer cette situation. En attendant, les attaques de Boko Haram se multiplient. Samedi, une fillette de tout juste une dizaine d'années s'est fait exploser sur un marché de Maïdougouri. Et si la clé du 11 septembre français se trouvait à 5000 km de distance de Paris, au cœur des montagnes de la péninsule arabique au Yémen, les enquêteurs français et américains tournent désormais leur regard vers ce pays de 24 millions d'habitants, devenu depuis le début des années 2000 l'un des creusets du djihadisme international. Et pas seulement parce qu'Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, s'est félicité des attaques menées à Paris entre le 7 et le 9 janvier. France 24. Nous sommes dans le quartier de Tabari, tout près de la vieille ville de Sanaa. C'est dans ce bâtiment que se trouvait l'école de langue dans laquelle Saïd Kouachi s'est inscrit début 2009. Ici se croisent des étudiants du monde entier, et notamment le Nigérian Omar Farouk Abdulmoutaleb, l'homme qui a tenté en vain de faire exploser l'avion qui assurait la liaison Amsterdam-Détroit le 25 décembre 2009. Après cette tentative d'attentat, les médias internationaux ont accouru à Sanaa début 2010 pour retracer le parcours du jeune Nigérian. Ce journaliste yéménite, qui faisait alors office de traducteur, se souvient avoir rencontré Saïd Kouachi. Quand on est venu dans le quartier avec la journaliste allemande, on a vu des enfants en train de jouer au foot. Et parmi eux, il y avait un jeune homme plus grand que les autres. On a tout de suite compris que c'était un étranger. Et on est allé le voir pour lui demander s'il connaissait Omar. Il avait l'air gentil. Il nous a dit que oui, il connaissait Omar, qu'ils étudiaient dans le même institut, mais que ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas vu venir en classe. Lors de son séjour au Yémen en 2009, Saïd Kouachi apprend l'arabe.
Puis il serait revenu en 2011 pour suivre un entraînement militaire dans les rangs djihadistes, accompagné de son frère Chérif, pourtant sous contrôle judiciaire en France. Saïd avait l'air tellement gentil. J'ai été très surpris de voir sa photo dans les médias. Des médias qui le présentaient comme l'auteur de l'attentat contre Charlie Hebdo en France. En 2011, les conditions de sécurité se détériorent dans le pays. De nombreux étudiants, passés par cet institut de langue, finissent par rejoindre des organisations islamiques. Les autorités yéménites décident alors de fermer l'établissement. L'institut est transformé en appartement. La résidence universitaire où vivait Saïd Kouachi abrite désormais les locaux de la police touristique. L'heure est au rappel des grands points développés dans ce journal. Le deuxième round donc, du sommet des chefs de l'État n'a pas encore touché à sa fin. La table ronde a débuté vers 10h. Mais voilà, aucune information n'a filtré du CCI-IVAT sur les tenants et aboutissants des débats. Toujours sur le plan politique, la conjoncture politique actuelle devient de plus en plus complexe. Une crise administrative est à craindre dans les prochaines semaines. La nomination du chef de gouvernement pourrait donc provoquer la destitution du président Radona Mapian. Et enfin, nous avons aussi parlé des écoles sous les eaux. Des élèves n'ont pu rejoindre leur école. La capitale compte des milliers de sinistrés, mais le niveau des eaux va encore monter dans les 2 ou 3 prochains jours, notamment à cause d'un cyclone qui est en train de se former. Dans un instant, vous allez suivre après l'édition spéciale la série Perception Ennemie et Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, vous allez suivre cette édition spéciale où vous verrez les détails sur cette déclaration de l'FFKM qui se déroule actuellement à Ivatou. Voilà. C'est la fin de ce journal. Merci d'être restés avec nous. On se retrouve donc après. Excellente soirée à tous. Au revoir.